Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes avec Florence Lamoureux. Salut Florence. Salut Alexandre. Dossier très intéressant de Maude Larin-Kirin de l'agence QMI qui fait encore jaser ce matin. Puis c'est pour ça que je vous en reparle. Des coiffeurs et des coiffeuses qui sont exaspérés que des clients arrivent dans leur salon puis leur montrent des photos qui sont générées par l'intelligence artificielle en guise d'inspiration. Puis des clichés que ces coiffeurs-là dénoncent, disant comme trop parfaits puis qui sont souvent impossibles à recréer. Puis des coiffeurs disent que ça s'est multiplié. Maintenant, ça leur arrive quelques fois par jour qu'ils se font demander ça par des clients. C'est des photos générées par l'intelligence artificielle qui vont se glisser régulièrement dans des carousels de photos d'inspiration des clientes. Comme cliente, moi, souvent, avant d'aller à la coiffeuse, souvent, je vais aller voir sur Pinterest. Ouais, tu fais ça, toi, tu t'inspires, tu fais du magasinage, ouais? Exact. Donc, je vais m'inspirer. Je mets, par exemple, tendance automne, puis là, ça me suggère des photos. Puis souvent, je les mets dans un album dans mon téléphone. Puis là, j'arrive à la coiffeuse, puis on regarde ça ensemble. Puis là, c'est ce que les coiffeurs dénoncent, disant, là, il y a beaucoup, beaucoup de photos. Ça m'arrive plusieurs fois par jour que les clientes me montrent, ils n'ont pas détecté que c'est l'intelligence artificielle. Puis là, moi, ça me met dans une position un peu inconfortable parce que là, j'essaie de leur expliquer que c'est pas la réalité. Par exemple, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, on peut voir à l'écran des exemples de ces photos-là un peu inatteignables à reproduire. Souvent, par exemple, c'est du blond, mais il n'y a aucune repousse. Puis là, les coiffeurs, ce qu'ils disent, c'est que j'essaie d'expliquer à la cliente, c'est impossible que tu aies un résultat comme ça si, par exemple, tu es brune, à moins que tu aies un très, très bon blond, parce que après tes cheveux poussent après pas longtemps, puis tu vas avoir une grosse repousse, donc c'est impossible d'arriver à ça, puis tout ça. Mais là, ce que les coiffeurs disent, c'est que ça nous met dans des positions inconfortables parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont pas du tout capables de voir la différence. Puis là, ils ont l'impression que je suis pas capable, je dois leur expliquer la science des cheveux, puis tout ça. Ah, les images que tu nous montres sont assez effarantes. Merci. Là, la première blonde, on aurait ça aurait pu être à s'y méprendre, mais je t'avoue que les autres, c'est comme, OK, là, les autres, tu les regardes, puis là, évidemment, je dis ça, je suis habitué dans les médias, c'est le genre de choses que moi, j'étudie, je regarde, j'analyse toute la journée, là, des images comme ça, puis départager le vrai du faux. Je t'avoue, quelqu'un pourrait peut-être se faire prendre là, sans connaître ça, mais sinon, regardez la complexité de la peau. C'est un des premiers signes pour détecter quelque chose qui est fait à l'intelligence artificielle. Là, la peau de ces filles-là, faux mannequins, je veux dire, il n'y a pas une cerne, pas une ride, à peine de jeu de lumière aussi qui est fait dessus. Non. On le voit que c'est mal fait, que c'est fait à l'intelligence artificielle, mais hey, quel nouveau fléau. Moi, je suis passionné par, à presque toutes les semaines, tout ce qu'on peut trouver comme nouvelle avancée de l'intelligence artificielle qui s'en vient perturber nos vies. T'sais. Non, t'as raison, c'est complètement fou. Puis le journal, justement, a parlé avec des experts, disant comment on peut essayer de démontrer aux clients que ce qu'ils veulent, c'est créé par l'intelligence artificielle. Ce que les experts ils répondent à ça, c'est que tu peux apprendre pendant un certain mois à voir certaines caractéristiques qui, là, nous permettraient de différencier, mais l'autre mois, ça va tellement vite que tu vas pas nécessairement être capable de reconnaître que c'est des fausses photos, quoi que ce soit, tellement que ça avance vite. Donc, non, c'est vrai que c'est complètement fou. Puis c'est pas juste dans le monde de la coiffure que ça arrive, mais aussi dans le monde des poses d'ongles, parce que les professionnels sont soumis à la même chose. Des clientes qui arrivent avec des photos, qui envoient des demandes, puis tout ça de design sur les ongles. Ah, les doigts, on dirait des saucisses. On dirait des saucisses. Mais c'est que c'est les designs. Là, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, on voit des ongles avec des palmiers, puis vraiment des designs 3D, mais ce que les femmes qui ont été interrogées justement par le journal disent, c'est que moi, je peux pas créer des dessins comme ça. Je peux essayer de vous trouver des collants, de vous faire quelque chose qui ressemble. Puis souvent, je me fais dire, après le rendez-vous, ça ressemble pas à la photo. Ces gens-là répondent, je pense que c'est normal. Je suis incapable de te reproduire quelque chose comme ça. Donc, tu as raison. C'est complètement fou, si on peut dire, là, peut-être pas un fléau, mais un mini fléau. Mais c'est sûr que ça doit créer un malaise. Moi, je me dis, comme coiffeuse, la personne elle a regardé ça pendant des semaines. Elle a hâte de venir à son rendez-vous. On va pas au coiffeur quand on se fait faire des mèches 5-6 fois par année nécessairement. Des fois, c'est 2-3 fois. Là, tu te prépares, tu veux cette couleur-là, puis tu te fais dire, je pense que tu t'es fait duper. Ah non, c'est quel rôle de merde doivent avoir là, tout ce qui est esthéticienne, poseur d'ongles, coiffeur, coiffeuse. Non, c'est clairement
sans être quelque chose de vraiment dramatique, c'est désagréable. Tu es obligé de regarder ton client en face et de dire « Ouais, ma chouette, tu t'es fait avoir. » Tu sais, je veux dire, c'est pas un beau rôle à avoir, puis ça démontre encore une fois à quel point des éléments comme ça liés à l'intelligence artificielle, on va en voir partout, de plus en plus. C'est pas juste des pans, on pensait, oui, OK, la désinformation, OK, les fausses images, faut faire attention avec ça. Mais ça va, à chaque fois qu'on pense à l'intelligence artificielle, ça va plus loin. Ça se rend, là, c'est des arnaques en ligne, de la fraude qu'on est capable de constater qui se fait avec ça. Là, c'est des coiffeurs, des poseurs d'ongles qui sont bernés, dupés là, du côté de leurs clients par ça. Je trouve qu'il y en a de plus en plus, puis on voit tout ce que ça affecte. Dans la vie, on l'avait dit, ça va être omniprésent dans à peu près tous les domaines parce qu'on est rendu trop connecté au numérique. Ben là, on a des exemples qui sont parfaits. Après ça reste juste des ongles, des cheveux. Non, imagine s'ils commencent à faire ça avec de la chirurgie esthétique. Regarde cette photo-là, fais-moi ça pareil que ça. Là. Mais je suis sûre que ça existe déjà. C'est sûr. Je suis sûr. Je suis convaincu. Quand on voit que c'est dans le monde des cheveux, là. J'espère que les chirurgiens esthétiques ont une tête sur ses épaules, sont capables de dire « Monsieur, madame, ça se peut pas. » Je te ferai pas ça. Je vous ferai pas ça. Tout savoir en 24 minutes. Une du Devoir ce matin, coup de pied, bousculade, pincement dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale. Le nombre de réclamations acceptées pour des blessures dues à la violence en milieu de travail a bondi de 40 % en 4 ans au Québec. C'est un gros chiffre. Tout ça, c'est selon les données qui ont été obtenues par le Devoir. De 2019 à 2023, le nombre de réclamations qui ont été acceptées par la CNESST pour des lésions professionnelles en lien avec la violence au travail dans le secteur des soins de la santé, comme je vous ai dit, c'est passé de 1500 à peu près à plus de 2100. Donc, c'est une grande augmentation. Puis plus de la moitié de ces blessures-là ont été recensées l'an dernier, étaient dues à des coups, d'après les données qui ont été transmises. Pourquoi? Selon des experts, on dit avec cette hausse-là pourrait notamment être due au fait que en ce moment, les patients arrivent de plus en plus souvent en crise à l'hôpital. On va devoir essayer de les maîtriser. C'est pas nécessairement le bon personnel qui vont être mis en place avec la pénurie de main-d'œuvre, certaines formations ou quoi que ce soit, mais c'est certain que ça met en lumière des problèmes au niveau du personnel qui sont pas nécessairement bien formés ou quoi que ce soit. Puis aussi, on parle de la surcharge de travail qui est énorme, puis qui fait que ça catalyse, que ça va canaliser la violence. Donc, c'est sûr que c'est vraiment préoccupant. Là, surtout, plusieurs syndicats sont sortis sur la question disant c'est pas parce qu'on est débordé qu'on doit administrer les soins un peu plus vite que nécessairement il doit y avoir des coûts qui doivent être issus de ça. Mais non, la violence est inacceptable. Dans presque 99% des situations, la violence, c'est inacceptable. Ça n'a pas sa place. Là, dans les soins de santé, on le savait que ça s'était détérioré, puis on le sait que de plus en plus, les policiers, par exemple, pour des gens en crise dans la rue, puis on parle pas juste d'eux autres, là, mais vont prendre des gens qui sont en crise, qui ont toxicomanie, problèmes de santé mentale. Puis ils peuvent pas comme les amener au poste, ils vont pas les mettre en état d'arrestation. Des fois, ils vont les amener là, à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, les gens sur place font « Ouais, on peut rien faire pour cette personne-là », puis ils le retournent dans la rue. Mais là, quand t'as quelqu'un comme ça qui est en crise, qui arrive en plus sous l'influence de quelconque stupéfiant, mais tu sais pas, ils sont imprévisibles, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Puis surtout, s'ils se font amener contre leur gré jusqu'à l'hôpital, comment ils vont réagir de se retrouver là, puis c'est pas là qu'ils veulent être? Ben, ça, c'est des questions à se poser. Puis il faut sincèrement prendre en compte le fait qu'aussi que on dirait que le civisme est en train de prendre le bord. Je vais le dire comme ça, là, sincèrement, Florence, on dirait que le civisme est en train de prendre le bord, que la patience des usagers du système de santé est en train de disparaître, quoi. Puis c'est pas juste dans ce milieu-là, dans à peu près tous les milieux de soins. Tu sais, moi, ma sœur, à moi, travaille en milieu de réadaptation physique, par exemple. Elle travaille pour aider les gens à retourner, à revenir de leurs blessures pour retourner au travail. Puis évidemment, sans nommer, sans citer exactement où elle travaille, puis dans quel milieu elle le fait, sans avoir vécu de violence physique, de la violence verbale, là, du harcèlement, des gens qui rendent là, complètement agressifs. Hey, ils viennent pour un rendez-vous comme de physio. Là. Ils viennent juste faire des exercices. Ah, c'est fou. Je comprends que c'est dur des fois puis que ces gens-là ont mal, mais se faire insulter, crier après, des gens qui pètent les plombs. Là. Je m'en fais compter de ces histoires-là. C'est comme, voyons, hey, tu t'en viens parce que tu t'es déchiré un muscle il y a une couple de mois puis tu t'en viens faire tes exercices pour.
tu décides d'envoyer chier tes thérapeutes. Qu'est-ce que tu fais? Puis ça, si ça finit par se traduire par des accidents, entre gros guillemets, de travail comme ça, où ben il y a des gens qui sont blessés dans le système de santé, puis on n'a-tu pas besoin par-dessus la pile gigantesque de responsabilités qu'on met sur le dos des travailleurs et des travailleuses dans le système de santé, en plus d'avoir de la clientèle, parce que c'est ce que nous sommes, hein, la clientèle, les citoyens et citoyennes du Québec. On a-tu besoin que la clientèle commence à être agressive puis à donner des claques aux gens qui sont là pour nous aider dans notre santé? Non. Oui, mais tu as raison, parce que là, on parle de ce phénomène-là dans le milieu de la santé, mais on peut penser à nos écoles. Où beaucoup de professeurs sont sortis dans les médias, veulent plus aller dans ce métier-là parce qu'ils ont peur d'être frappés ou quoi que ce soit, puis que maintenant, c'est rendu que les professeurs n'ont plus le droit de faire telle ou telle contention ou quoi que ce soit, ou on marche beaucoup sur des œufs. Là, on le voit dans le milieu de la santé, est-ce que ça va devenir la même chose où des infirmiers, infirmières, peu importe, préposés aux bénéficiaires, vont plus vouloir aller au travail à cause des menaces de violence? C'est une bonne question qu'on peut se poser, mais c'est fou, 40% en 5 ans des incidents de violence dans nos milieux de santé. C'est complètement fou. Tout savoir en 24 minutes. La semaine va être vraiment déterminante pour beaucoup d'agriculteurs, producteurs maraîchers québécois qui craignent des pertes considérables à cause des champignons qui pourraient se former après le passage de la tempête Déby vendredi dernier. Ça a occupé les manchettes ces derniers jours, tous les dégâts que ça a fait, ces pluies-là qui se sont abattues là, dans plusieurs régions du Québec. Ça pourrait avoir de graves conséquences sur nos agriculteurs, sur nos récoltes. Puis c'est dommage, je t'en parlais justement en éditorial d'épisodes de balado. Ça allait bien cette année pour nos agriculteurs. Il n'y a pas si longtemps, ils sont sortis dans les médias, sont venus nous jaser pour dire ça va bien cette année, malgré les chaleurs et tout ça, on réussit à avoir des belles récoltes. Puis là, ils craignent que des maladies fongiques s'en prennent à leur plantation après ces pluies-là. Puis ce que les propriétaires disent, c'est qu'il faut qu'on répande des fongicides par voie aérienne le plus rapidement possible avant mercredi. Là, on est le 13 août actuellement, on est mardi, donc avant demain. Il faut vraiment qu'on le fasse parce qu'on va perdre, dans certains cas, plus de la moitié de nos récoltes. Mais là, ce qu'ils disent, c'est qu'on est super inquiet actuellement parce que les gouvernements du Québec, du Canada, qui doivent approuver l'utilisation de ces fongicides-là, des fois, ils mettent de 4 à 6 semaines pour donner leur autorisation. Là, en ce moment, je vous le répète, on a 24 heures. C'est ce que l'UPA dit. Plusieurs producteurs sont sortis dans les médias pour dire il faut qu'on fasse ça rapidement. Est-ce qu'on va avoir l'autorisation d'ici demain? Honnêtement, là, c'est le temps à notre bureaucratie gouvernementale d'enfin mettre ses culottes puis d'agir vite. Puis de montrer que dans les catastrophes naturelles, on est capable d'aider puis de rapidement. Exactement, Florence. Tu lis dans mon esprit. Parce qu'on n'arrête pas de dire, puis de dénoncer, puis de décrier constamment que nos ministères, puis nos gouvernements, puis nos fonctionnaires sont pas capables d'agir vite. Là, vous l'avez, la gang. Là. Vous voulez faire taire les critiques, là? Vous l'avez dans les mains, la chance. Vous avez juste à l'autoriser plus vite. Oui, faites tout le processus qui est nécessaire autour, on se comprend. C'est pas des produits qui sont à utiliser à la légère. Mais c'est l'industrie au complet qui connaissent leur culture, qui ont, je veux dire, leur principal intérêt, c'est de sauver les cultures. Là. Faites vos études environnementales rapido, puis on passe à l'action. C'est le temps là, de prouver que vous êtes capable de vous revirer sur un dixaine puis d'être le gouvernement. On élit des gouvernements qui, eux, mettent en place des fonctionnaires pour réagir à des crises comme celle-là. Faites-le, vite. On a une belle occasion. C'est tellement dommage, tu le disais bien, nos agriculteurs, ça allait bien cet été, malgré à chaque fois là, les espèces d'aléas climatiques qui n'ont pas de bon sens, des épisodes de chaleur extrême, des feux de forêt, après ça, de la grêle, des tornades, des vents violents, des tempêtes tropicales. On en a reçu là, pour le Québec, on se comprend, les autres pays ont plus de catastrophes comme celle-là. Mais pour nous, c'est pas un climat habituel. On n'arrête pas de vivre ces événements-là, puis ça allait quand même bien malgré tout pour les agriculteurs. Ouais, c'était surprenant de savoir qu'avec la chaleur qu'on a eue dans les dernières semaines, que ça allait bien. Mais c'était humide. C'est la bonne nouvelle. S'il fait chaud puis sec, là, t'as un problème parce que tu as besoin d'arroser puis d'arroser. Là, au moins, ce qui était pas pire, c'est qu'il faisait humide quand même. Puis après ça, le sol restait humide, c'était bon pour les plantes. Puis il pleuvait tout de suite après les épisodes de chaleur. T'avais comme 1-2 journées de grosse pluie. Fait que c'était correct jusque-là. C'est dommage pour nos agriculteurs. Ils ont tellement rushé. Ils ont tellement rushé là, dans les dernières années. On peut-tu leur donner une petite pause, un petit break? Ça serait sympathique quand même. Tout savoir en 24 minutes.
Les établissements de santé qui doivent cesser de recourir à du personnel d'agence de placement d'ici le 20 octobre prochain, c'est dans quelques mois, ils ont diminué leur utilisation de la main-d'œuvre indépendante, mais plusieurs d'entre eux apparaissent encore loin d'un sevrage. C'est ce que montrent des données obtenues dans la presse. Puis ce qu'il faut savoir dans ce dossier-là, je vous le rappelle, Québec veut abolir le recours aux agences de placement de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ça fait plusieurs mois que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit que ça allait arriver d'ici la fin de 2024. Et les établissements de santé de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches doivent être les premiers à devoir arrêter d'utiliser cette main-d'œuvre indépendante-là dès le 20 octobre. Puis selon les données obtenues par la presse, c'est plusieurs CIUS et CIS qui sont loin de ce sevrage-là. Dans certains, ça va bien. Dans certains, on est vraiment loin. Je vais vous donner quelques exemples. Au 6 de la Montérégie-Est, les infirmières d'agence ont effectué davantage d'heures entre le 24 mars et 27 juillet dernier que à la même période l'an dernier. Bon. Donc, près de 50 009 heures contre 57 000 heures. Mais c'est pas tant d'heures de plus que l'année dernière. Donc, les infirmières, eux, ont eu plus d'heures, donc c'est pas une amélioration, mais ça a baissé chez les infirmières auxiliaires et chez les préposés aux bénéficiaires. Donc, pour là, il y a une petite amélioration. Mais ce qu'on dit de ce CIS-là, le site de la Montérégie-Est, on répond, on dit, on doit éviter des bris de service. Fait que oui, on essaie d'arriver à ce sevrage-là d'ici octobre, mais quand on voit qu'il va y avoir un bris de service, on n'a pas le choix. Pour vous donner un autre exemple, le CIS de Chaudière-Appalaches, lui, a eu 10 fois moins recours aux préposés aux bénéficiaires d'agence, si on compare à la même période l'an dernier, mais ont eu besoin de plus d'infirmières. Puis là, je pourrais continuer longtemps, évidemment, avec les 6 que je vous ai nommés. Mais ça donne un exemple. Certains baissent leur recours aux infirmières. D'autres ont besoin de plus de préposés. Mais veut pas, c'est qu'on doit arriver à ce sevrage-là dans moins de 2 mois. Mais on veut éviter des bris de service. Puis ça fait les manchettes quand des urgences vont fermer. Fait que comment on s'en sort? On est loin de la coupe aux lèvres. Ça, t'as raison de le dire, Florence. La volonté du gouvernement est super louable. Mm-hmm. Après ça, c'est quand même une autre paire de manches d'y arriver. Là. Avec les problèmes de pénurie de personnel qu'on a dans le réseau, d'être capable d'un coup comme imaginons on a comme une jambe cassée, là. Puis là, on avait la béquille qui était les recours aux agences de placement. Mettons, c'est une béquille qui coûtait super cher la location. Là. Chaque jour, ça coûtait cher, mais on en avait besoin. Puis là, c'est comme si on disait, OK, là, regarde, ta jambe, là, elle s'est guérie, ça va mieux. T'es encore dans le plâtre. Demain, il faut que tu enlèves ta béquille. Puis tu cours. Go. Et même si le système veut bien, je suis pas sûr que ça va fonctionner d'un seul coup. Fait qu'après ça, l'objectif est louable. C'est sûr qu'il faut mettre une date butoir. Là, l'objectif, il est mis là. Une fois qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va en avoir la capacité d'arrêter d'un coup? Sincèrement, Flanche, je pense pas. Mais je suis content quand même. Tu sais, il y a une date, il y a un objectif. Oui, puis on voit qu'il y a des améliorations. On essaie, là. Il y a beaucoup de CIS qui ont donné leurs statistiques dans cet article-là, puis on voit. Mais certains, la plupart, c'est je prends moins d'infirmières, mais je vais plus prendre de préposés et vice-versa. Donc, c'est important qu'il y ait c'est important qu'on ait un portrait de l'ensemble de la situation puis qu'on comprenne les statistiques, qu'on voit que ça se réduit, qu'on voit que on n'y arrive pas encore. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée en soi. Je veux juste bien répéter ça. Moi, là, de voir quelqu'un comme Christian Dubé essayer de quoi. Puis je sais, là, ça a l'air... La barre est rendue basse au Québec, mais je suis sincère. Essayer de quoi? Parce qu'au pire, on va se planter. Au pire, ça sera pas une bonne idée. Au pire, regarde, on fera « Ah non, mauvaise idée, regardez, on va faire autre chose. » Ça, c'est le pire scénario. Puis je trouve pas ça si pire comme scénario. Dans un monde, dans un ministère, dans un système aussi grand que celui de la santé, aussi large, aussi lourd, dont on a perdu le contrôle, très franchement, ça fonctionne très bien quand tu es dans le réseau. Quand tu réussis pas à y rentrer, c'est pas mal plus complexe. Mais tout ce qu'on peut faire comme effort, toutes les initiatives, les tentatives d'essayer d'améliorer notre réseau, je vais les prendre, moi. Je suis rendu à cette étape-là, je vais les prendre. Essayons des trucs. Je préfère ça que de le statu quo ou encore de se dire, c'est impossible à changer le système de santé, tous les gouvernements ont essayé, puis on sera jamais capable. Ça, c'est une attitude défaitiste, puis c'est pas moi, ça. C'est pas moi, puis c'est pas le Québec. Je vais le dire plus largement, ce n'est pas le Québec, c'est pas dans nos gènes, c'est pas dans notre ADN de dire comme ça, on abandonne, puis c'est fini. Non. Mais c'est dans nos gènes d'être cynique, puis on a des raisons de l'être constamment envers nos réseaux. Bravo à Christian Dubé d'essayer quelque chose.
En octobre, on verra ce que ça va donner de manière concrète. Mais d'ici là, rassurant quand même de voir qu'on est capable un peu, au moins, de diminuer là, notre recours à ces agences-là, Florence. Oui, ben tu as raison, les CIS puis les SUS, on voit que qui participent, puis je termine là-dessus, mais il y a beaucoup d'établissements de santé qui tentent de convaincre des employés d'agences de rejoindre les rangs du réseau public. Puis pour vous donner quelques chiffres, le CIS du centre-sud de l'île de Montréal, ils ont réussi à engager 545 personnes des agences privées. Celui de l'est de l'île de Montréal, 427. L'ouest de l'île, 94 infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires. Puis vous irez lire cet article-là du Devoir, c'est intéressant. On voit beaucoup de statistiques, puis on a quand même réussi à engager beaucoup de personnel quand même des agences privées, de leur convaincre d'aller travailler pour le public. Donc, tu as raison de le souligner. C'est encourageant. On a une date. On voit que ces établissements-là essaient de participer, de réduire leur recours aux agences privées. Donc, hâte de voir pour les prochains mois, mais on a peut-être un espoir. Peut-être un espoir. Florence Lamoureux, un gros merci. Merci.